Bonjour. Rudolf Carnap. Les fondements philosophiques de la physique. Introduction claire et vigoureuse à l'épistémologie. Valeur générale de son étude de la structure logique des théories et de leur relation avec l'expérience. Attentif aux problèmes concrets que pose la recherche scientifique. Livre né d'un séminaire. L'accent porte sur l'analyse logique des concepts plutôt que sur des spéculations métaphysiques. Le séminaire s'adresse à des étudiants de philosophie déjà diplômés et de haut niveau qui connaissent la logique symbolique et possèdent des notions de mathématiques et de physique. L'exposé intéresse toutes les disciplines scientifiques. Le livre peut servir d'introduction générale à la philosophie des sciences. Sa femme Leda meurt avant la publication et c'est Martin Gärtner qui avait suivi l'enseignement de Carnap à Chicago que revient la tâche de mettre l'ouvrage au net. Il existe dans le monde extérieur certaines répétitions ou régularités. Les lois de la science ne sont rien de plus que des énoncés qui expriment de façon aussi précise que possible ces régularités. Certaines ont une régularité qui se produit seulement dans un certain pourcentage de cas. Le rapport entre deux événements est un énoncé quantitatif qui reçoit le nom de loi statistique. Pour tout corps X, si on échauffe ce corps se dilatera. L'énoncé conditionnel universel est bien la forme logique fondamentale de toutes les lois universelles. Lorsque P de X vaut partout où Q de X vaut, les logiciens appellent cela un énoncé biconditionnel. Toutes nos connaissances ont leur source dans des énoncés singuliers. La question est comment, à partir d'énoncés singuliers, nous pouvons affirmer des lois universelles. Distinguer les lois théoriques et les lois empiriques. Les lois sont utilisées pour expliquer des faits déjà connus et pour prédire des faits qu'on ne connaît pas encore. Les explications par les faits sont en réalité des explications par des lois, mais déguisées. Beaucoup de physiciens pensent que toutes les lois de la physique reposent en fin de compte sur des lois fondamentales qui sont d'ordre statistique. Les lois de la logique et celles de la mathématique pure sont universelles, mais elles ne nous renseignent absolument pas sur la réalité. Le prix à payer est que les énoncés ne nous renseignent en rien sur le monde. Un univers est appelé possible quand il peut être décrit sans contradiction. Les univers possibles sont des univers concevables au sens large du terme. Les physiciens Gustav Kirchhoff et Ernest Mach disaient que la science ne devrait jamais demander pourquoi, mais comment. Laissez-nous tranquilles, vous et vos pourquoi, il n'y a point de réponse au-delà de celles que fournissent les lois empiriques. Ils refusaient car les pourquoi sont des questions métaphysiques. On est conscient de la continuité qui relie l'organique à l'inorganique. Aristote inventa le terme d'entéléchie que le biologiste Hans Dricht reprit. L'entéléchie est une force spécifique qui fait que les êtres vivants se comportent comme ils le font, mais ce n'est pas une force physique. Force dont sa façon d'agir est différente. Elle n'est pas située dans l'espace, elle agit sur l'organisme tout entier et non pas seulement sur certaines de ses parties. Passer de l'observation directe des faits à l'énoncé d'une loi constitue le problème de l'induction. Dans la logique déductive, l'inférence conduit d'un ensemble de prémices à une conclusion dont la certitude est égale à celle des prémices. On ne peut jamais tenir pour certaine la conclusion d'une induction. La conclusion a un certain degré de probabilité. Les lois les mieux fondées de la physique ne reposent nécessairement que sur un nombre limité d'observations. Il n'y a aucun moyen de vérifier au sens strict une loi et il est facile de la falsifier, de montrer qu'elle est fausse. Il suffit qu'on trouve un seul contre-exemple. 1 million de cas favorables ne suffiront pas à vérifier la loi, alors qu'un seul incompatible avec elle suffit à la falsifier. Réfuter une loi, c'est l'enfance de l'art, mais achever de la confirmer, c'est une autre affaire. Toutes les lois que nous procédons à une inférence inductive, on parlera de probabilité inductive au lieu de probabilité logique. La probabilité est le rapport du nombre de cas favorables au nombre total de cas possibles. Il faut s'assurer au préalable que la totalité des cas sont également probables, équipossibles. Ce principe se définit par le principe de la raison suffisante ou principe d'indifférence.
Selon Mises, l'équipossibilité signifie l'équiprobabilité. Lorsque nous formulons un énoncé probabiliste, cet énoncé ne porte pas sur le monde, mais seulement sur une relation logique entre deux autres énoncés. Keynes critiquait la conception fréquentielle de la probabilité. La probabilité logique est une relation logique. La probabilité statistique est un concept empirique, utilisé dans les sciences. Son estimation se fait par degrés de confirmation. La première étape de toute expérience consiste à isoler les facteurs importants, souvent la plus délicate. Par concept classificatoire, j'entends un concept qui situe un objet dans une classe déterminée. Un concept comparatif exprime la relation qu'un objet entretient avec un autre objet en termes de plus ou moins plus chaud ou plus froid. Le concept de plus chaud a finalement abouti à celui de la température. Le langage qualitatif ne comporte que des prédicats, l'herbe est verte, tandis que le langage quantitatif utilise des symboles de fonction prenant des valeurs numériques. Dans l'échelle centigrade des températures, une règle assigne la valeur 0 à l'eau en cours de congélation, 100 correspondant à l'état de l'eau en ébullition. Le thermomètre se construira de façon que le tube indique les différences égales. Les physiciens décident par convention la mesure d'une grandeur. L'unité de grandeur, le mètre, a pour définition la longueur d'onde dans le vide de la radiation de l'atome de krypton 86 multiplié par 1 656 763,83. L'unité de masse ou de poids, le kilogramme, est fondée sur le kilo étalon conservé à Paris. Einstein a insisté lors de la théorie de la relativité que nous ne pouvons pas savoir ce qu'on entend par égalité de durée, de distance dans l'espace, simultanéité de deux événements ayant lieu à des endroits différents, tant que nous ne spécifions pas les appareils et les règles servant à mesurer ces concepts. Règle du principe d'addition, un objet composite formé de deux éléments, sa valeur est la somme arithmétique des valeurs. Toute grandeur qui se conforme à cette règle reçoit le nom de grandeur additive. La densité est une grandeur dérivée car sa mesure repose sur les grandeurs, longueur et masse. Technique des approximations successives. La signification d'un concept ne peut nous être entièrement livrée par un seul procédé de mesure. La physique ne cesse d'apporter en renfort des lois nouvelles et des règles opératoires nouvelles. Les concepts quantitatifs ne nous sont pas donnés par la nature, ils découlent de la pratique qui consiste à appliquer des nombres aux phénomènes naturels. Galilée, le premier, a utilisé avec précision la méthode quantitative. La géométrie consiste en une recherche portant sur l'espace qui nous entoure et non l'espace pris dans le sens abstrait. Des preuves empiriques nous montrent que l'espace est non euclidien. L'espace possède une structure qui, dans le champ gravitationnel, s'écarte de la structure décrite par la géométrie euclidienne. La gravitation, en tant que force, disparaît de la physique pour laisser place à la structure géométrique d'un système spatio-temporel à 4 dimensions. Fameuse phrase de Galilée, le livre de la nature est écrit dans le langage des mathématiques. Reichenbach distingue les forces différentielles et les forces universelles. Un point de vue philosophique consiste à dire que la géométrie non euclidienne ne doit pas être adoptée car elle ne peut pas être imaginée. Dans la question kantienne, distinction entre l'a priori d'ordre logique et a posteriori d'ordre épistémologique. Kant soutient qu'il y a un domaine de la connaissance qui est synthétique, il dit quelque chose sur le monde. Et a priori car il peut être connu avec une certitude qui ne réclame aucune justification expérimentale. À l'époque de Kant, on ne savait rien de la géométrie non euclidienne. Gauss, Riemann, Helmholtz dépasseront avec audace le point de vue kantien. Kant était passé à côté de la distinction entre deux types de géométrie fondamentalement différentes. La géométrie mathématique et la géométrie physique, application de la géométrie pure au monde. La géométrie mathématique est a priori, la géométrie physique est synthétique. Kant soutenait que la connaissance a priori est une connaissance certaine. La théorie de la relativité a démontré qu'ainsi entendue a priori, la géométrie ne nous dit rien de la réalité. Aucun énoncé doué d'une certitude de caractère logique nous renseigne également sur la structure géométrique du monde. À l'ancienne philosophie de la nature s'est maintenant substituée la philosophie des sciences.
La relation causale signifie prédictibilité. L'affirmation que A est la cause de B a un sens même si son auteur n'est pas en mesure de préciser les lois indispensables à sa démonstration. Parler d'une loi de la nature, c'est, d'après certains philosophes, exprimer davantage que la simple succession de deux événements. La signification relève du contenu cognitif de l'énoncé d'une loi. Bernard Badvink ira jusqu'à dire que la nécessité exprimée dans les lois de la nature est une nécessité logique. Erreur, car nécessité logique veut dire validité logique. S'il existe une nécessité dans les lois de la nature, cette nécessité n'est assurément pas d'ordre logique. La signification cognitive d'une loi repose sur son aptitude à fonder des prédictions. David Hume, dans sa célèbre critique de la causalité, refuse tout fondement à l'idée d'une nécessité intrinsèque, à toute séquence causale observée. Aucune nécessité n'a été observée car elle ne tombe pas sous l'observation, ne la posez pas, dit David Hume. La conception conditionnaliste de Hume n'a cessé d'être corroborée toujours davantage par Mach, Poincaré, Russell ou Schlick. Un énoncé sur une relation causale est un énoncé conditionnel. Il n'est jamais possible d'affirmer une relation causale à partir de l'observation d'un cas unique. Seule une loi générale elle-même, fondée sur l'observation répétée de la nature, autorise à poser une relation causale. Les causes doivent égaler les effets. Un énoncé est causalement vrai s'il est une conséquence logique de la classe de toutes les lois fondamentales. Les lois fondamentales sont définies comme étant des énoncés vrais et possédant une forme nomique. Les lois causales sont celles qui permettent de prédire et d'expliquer des événements. L'ensemble de ces lois décrit la structure causale du monde. Le déterminisme est une thèse qui attribue à la structure causale du monde une force telle qu'il est possible, à partir d'une description complète de l'état global du monde à un instant déterminé, de calculer à l'aide des lois n'importe quel événement passé ou futur. Conception mécaniste de Newton dont Laplace a fourni une analyse détaillée. Ainsi, on peut attribuer à ce monde non seulement une structure causale, mais plus spécifiquement une structure déterministe. Dans la physique contemporaine, la mécanique quantique a une structure causale que la plupart décriraient comme non déterministe, structure plus faible que celle de la physique classique car elle contient des lois fondamentales de caractère essentiellement probabiliste. L'existence des lois probabilistes signifie l'effondrement de la thèse déterministe. Dans l'histoire de la philosophie, le problème du déterminisme est rattaché étroitement à celui du libre arbitre. Nous pensons que nous opérons un choix, que nous prenons une décision, mais en réalité tout événement est prédéterminé par ce qui l'a précédé et même par ce qui est antérieur à notre naissance. L'homme n'est jamais plus libre que devant un choix. L'acte découle du caractère psychologique et l'homme agit librement. Le déterminisme classique interdit de donner un sens à l'expression de choix humain libre. Le terme de contrainte renvoie par définition à l'action de facteurs causaux externes. Les processus aléatoires de l'organisme humain influencent les choix et les rendent encore plus aléatoires. Dans le monde macroscopique où se déroule la vie des hommes, l'indétermination quantique ne joue aucun rôle. L'intensité d'un courant n'est pas observée, mais inférée à partir de ce qui est observé. La différence entre les lois théoriques et les lois empiriques ne réside pas dans le bien fondé relatif de leurs énoncés, mais au fait qu'elles contiennent des termes de genre différents. Les lois théoriques sont plus générales que les lois empiriques. Une loi empirique s'observe lors de certains phénomènes dans la nature, régularité. Le physicien l'a décrit en formulant une généralisation inductive, puis arrive à formuler une loi théorique. En fait, non, car il a affaire à des non observables. Une loi théorique aide à expliquer certaines lois empiriques déjà formulées et à dériver de nouvelles lois. Un énoncé s'avère prendre la forme d'une conditionnelle universelle. L'hypothèse est testée expérimentalement. La théorie sera d'autant plus forte qu'elles seront nombreuses, variées et dénuées de rapports apparents les unes avec les autres. Le gaz est constitué de petites particules qu'on appelle molécules et qui sont en agitation perpétuelle. On découvrit que le gaz se maintient dans un état stable si chaque particule a la même vitesse. Chaque molécule a une probabilité déterminée de se trouver dans un intervalle déterminé de l'échelle de vitesse. Distribution de Boltzmann-Maxwell. La température du gaz correspond à l'énergie cinétique moyenne des molécules.
La théorie de l'électromagnétisme de Faraday et de Clerk est un exemple remarquable du pouvoir qu'a une théorie de prédire de nouvelles lois empiriques. À partir du modèle théorique dérivent les lois de l'électricité et de l'électromagnétisme. La théorie explique aussi les lois de l'optique, fécondité. L'électricité et le magnétisme sont des phénomènes qu'on ne peut percevoir directement, mais leurs conséquences sont observables. Avant Newton, la science ne fournissait pas d'explication s'appliquant à la chute d'une pierre et au mouvement des planètes autour du Soleil. La loi de gravitation universelle formulée par Newton fut la première loi théorique qui explique la chute d'une pomme et les lois de Kepler concernant le mouvement des planètes. Richard Bevan Braithwaite rassembla les articles de Frank Ploupton Ramsey, mort à l'âge de 26 ans, qui était intrigué par le fait que les termes théoriques décrits dans une théorie ne signifient pas de la même manière en termes observables. Comment déterminer la signification empirique d'un terme théorique? Décrit-elle la structure du monde réel ou bien n'est-elle qu'un appareil abstrait et artificiel? Peut-on dire qu'un électron existe au sens où une barre de fer existe? Ramsey proposa de renforcer le système formé par l'ensemble des postulats théoriques par ce qu'on appelle aujourd'hui l'énoncé de Ramsey de la théorie, énoncé ne contenant aucun terme théorique. Élimination des termes qui font problème. À la place des termes théoriques figurent des variables. Électron n'apparaît plus dans le langage de Ramsey. Il a mis en évidence le fait qu'on peut formuler toute théorie dans un autre langage. Les termes non observables attendent que des instruments se perfectionnent et deviennent plus puissants pour être observables. Il fut un temps où virus était une notion théorique, de même que molécule. Quinet emploie le terme analytique comme équivalent du logiquement vrai. Les énoncés analytiques sont vrais en vertu de la signification de leurs termes et les énoncés synthétiques, dont la vérité ne peut être décidée qu'après observation du monde réel. Une loi fondamentale est que deux corps s'attirent l'un l'autre avec une force gravitationnelle proportionnelle à leur masse respective et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Dans la théorie des quanta, l'imprécision fait partie des lois fondamentales. Principe d'incertitude. La théorie des quanta est fondamentalement indéterministe, en ceci qu'elle ne fournit pas de prédictions fermes sur le résultat des mesures, mais seulement des prédictions en termes de probabilité. Merci.